Voilà, salut Rob. Donc je vais te déranger pendant tes vacances. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, on avait discuté un peu du problème de comparer la relation de Landauer pour des électrons et pour des phonons. J'ai joué un petit peu à ça et je voulais juste te montrer ce à quoi j'étais arrivé. Alors bon, c'est globalement des trivialités, donc je pense que pour toi ça va peut-être te paraître ridicule, mais je voulais juste te montrer ce que j'avais là où j'avais trouvé que c'était intéressant. Bon, je vais faire les électrons à gauche et les phonons à droite. Donc déjà, ça ne marche pas. Si, ça marche. Une barrière. Donc, quand on calcule le courant pour des électrons, ben, c'est relativement simple. Pour calculer le courant, donc la quantité qui est portée, c'est la charge. D'accord. Et puis on va regarder combien il y a d'électrons qui vont porter cette charge. Donc on a simplement une intégrale. Donc on a de E ici. Et puis on a ici une intégrale, on va compter ceux qui vont dans un sens, entre 0 et mu1. Et puis on a la vitesse. Donc on va intégrer ça qui dépend de l'énergie. On a ici la densité d'état. Ok. Et puis aussi ici, alors c'est important parce qu'on va voir pourquoi il s'en va après. On a la fonction de Fermi. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis on a évidemment de l'autre côté la même chose avec une intégrale qui va de 0 à mu2 de E, V de E fois G de E, F de E. Donc si je continue, j'obtiens simplement ici un terme qui vaut l'intégrale entre mu2 et mu1 de E, V de E, G1 de E, F de E, D. Alors là, ce qui est intéressant, par contre, c'est que comme on est avec des fermions, si on est à température nulle, on peut considérer que ce terme-là, il est tout le temps égal à 1, entre mu1 et mu2. Bon, il ne me reste plus qu'à sortir ce truc, que j'ai une intégrale entre mu2 et mu1 de E, V de E, G1 de E fois DE. Et bon, à ce moment-là, si on suppose que V de E et puis G1 de E sont des fonctions qui varient gentiment entre mu1 et mu2, si on suppose que mu1 et mu2 sont suffisamment proches, vous obtenez simplement que vous avez ici E, V de E, facteur de G de E fois mu1 moins mu2. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, si vous avez plusieurs sous-bandes dans votre système, le raisonnement va être exactement le même. Il n'y a aucune raison que les raisonnements soient différents parce qu'il n'y a rien qui est spécifique au type de sous-bande ici. C'est sous-bande 1, c'est la première sous-bande, la deuxième sous-bande, la troisième sous-bande. Donc finalement, pour n sous-bandes, vous avez simplement que le courant, c'est n fois E, VE fois G de E, V de E fois mu1 moins mu2. Très moche la façon dont j'ai écrit, donc je vais le réécrire. I est égal à E
pardon, N fois E V de EF G de EF fois mu1 moins mu2. Bon, alors ça c'est trivial. En fait, ce que je voulais juste essayer de pointer, c'est à quel moment on a supposé que c'était des fermions. Alors, premier moment où on a supposé que c'était des fermions dans cette bataille, et pas des bosons. Alors, la première différence, qui n'a rien à voir avec phonon-boson, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, mais c'est ce truc-là. C'est-à-dire que là, on a mis un truc qui ne dépend pas de l'énergie. Et ça, c'est différent des phonons. On verra tout à l'heure que quand on intègre, quand on cherche le transport des phonons, ben, la quantité qui est transportée dépend elle-même de l'énergie. Donc en fait, quand on va transporter de plus en plus de phonons, chaque phonon transporte de plus en plus d'énergie. Donc on voit bien que c'est un peu plus compliqué de calculer cette conductance. On pense bien qu'elle ne va pas avoir le même comportement, puisqu'on ne fait pas que sommer des modes, on fait sommer des modes, et puis quand on rend l'énergie, il transporte de plus en plus de chaleur. Alors autre chose qui est très importante, c'est ici, on a ici une fonction de Fermi. Alors celle-là est super importante parce que finalement, elle va nous entraîner ça. Cette fonction de Fermi, on sait qu'elle va... bon, d'abord, la fonction de Fermi, elle permet deux choses, c'est qu'elle permet ça. C'est-à-dire que la fonction de Fermi, elle permet de savoir qu'on est peuplé jusqu'à mu1 d'un côté et jusqu'à mu2 de l'autre. Ça, c'est vachement important. Donc on peut sommer uniquement entre mu1 et mu2. On sait qu'il y aura un remplissage qui vaut 1 en dessous. Et entre mu1 et mu2, on sait qu'il y a exactement un électron par niveau si on a la température nulle. Et ça, c'est hyper important parce que ça nous permet ensuite de passer à cette expression-là. Et on n'a pas de problème de fluctuation du nombre d'électrons dans chaque mode. Alors que pour des phonons, on verra que comme on n'a pas, même à température nulle, on va avoir des fluctuations du nombre de phonons, on ne pourra pas du tout faire cette étape de simplification. Okay. Donc on sera obligé de garder explicitement la fonction de distribution, alors que ici, la fonction de distribution va disparaître là. Okay. Alors, autre chose qui est aussi importante, c'est la vitesse aussi ici. Et la vitesse du fait que tous les électrons sont au niveau de Fermi, tant qu'on met pas trop de tension, on peut tous les mettre à la vitesse V de EF. Okay. Donc ça nous simplifie complètement les choses. Finalement, l'intégrale ici peut entièrement sortir et on voit que tout se comporte comme si on avait un électron au niveau de Fermi. Donc le transport du courant se fait par l'électron qui est au niveau de Fermi. Okay. Et c'est pour ça que finalement, chaque fois qu'on a un nouveau mode, on a finalement un électron qui contribue au transport au niveau de Fermi. C'est pour ça qu'on va apparaître les plateaux. Le plateau, c'est simplement chaque mode qui transporte les choses. Et en fait, ce qui est important, c'est que cette fonction, le niveau de Fermi, nous prépare un électron dans cet état et pas deux. Alors maintenant, on va essayer de regarder un peu ce qui se passe dans le régime thermique. Et j'aimerais bien comprendre, par contre, la grosse différence. Donc là, on se lance dans des choses plus compliquées. Alors, si j'avais un code de l'eau blanc. Bon, d'abord dans un fil. Alors, on va considérer qu'il est carré, comme ça sera plus facile. Donc, merde, je ne sais pas dessiner un truc carré. Donc, on va dire que les modes, donc Kx égale Ky, on va dire qu'il est carré. Voilà. Et alors, dans ce cas-là, l'énergie, le mode oméga, c'est C fois K. C'est égal à C fois N pi sur A. Alors faites attention, je dis ça pour les jeunes, éventuellement, normalement c'est M pi sur A au carré plus N pi sur A au carré, racine de tout ça. Bon. Alors, la quantité de chaleur transportée, c'est Q, qui est égal à 1 sur 2pi. Bon, 1 sur 2pi, on va le faire sauter, il va en mettre. Mais on a une somme sur M et N.
de l'intégrale de h bar oméga. Alors c'est super important cette intégrale, on verra sur quoi on l'a fait d'abord. De f de oméga t1 moins f de oméga t2 d oméga. Donc si on regarde des deux côtés, finalement il y a un truc qui est simple, c'est que vous voyez qu'ici vous avez le E, ici on retrouve sous la forme de h bar oméga. D'accord. Puis vous avez ici votre fonction de distribution, elle est là. D'accord. Vous avez ici un F2 qui est là. Voilà, donc tout va bien. Donc on a en gros la même chose. Alors grosse différence. Vous voyez qu'à la fin on avait sauvé sur tous les modes. Ok. Parce que, simplement parce que tous les modes allaient à la même vitesse et ils portaient la même charge. Alors ici, c'est pas tout à fait la même chose, d'accord? Parce que on peut pas faire ça, parce que chaque mode, vous voyez, n'a pas la même vitesse. Explicitement de n, ok, et donc pas forcément la même énergie. Donc on est obligé de garder explicitement une somme en indexant les modes. Ce qui n'était pas là, tous les modes avaient la vitesse de Fermi, et tous les modes avaient par transport une charge E. Donc la fonction de Fermi, elle nous met tout dans l'ordre, hein, c'est l'ordre de la discipline, alors qu'ici c'est une fonction totale, chaque mode a sa vitesse, c'est sa quantité d'énergie qu'elle traverse, donc on est obligé de la garder. Et au passage ici, j'ai un petit problème, c'est que ça va nous déterminer aussi les bandes de l'intégrale. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors ici, bon, j'ai ici une différence qui sont des fonctions. Alors, enfin, attention, là c'est des fonctions de Bose. Hein. Ça, c'est attention par rapport à tout à l'heure. C'est des fonctions de Bose. Alors, ce qu'on va supposer quand même, c'est que pour T1 et T2 petits, j'ai F1, F de oméga T1, moins F de oméga T2, qui est égal à df sur dt fois T2 moins T1. Alors ça, bon, a priori, ça mange pas trop de pain d'écrire ça, c'est simplement un développement limité de l'histoire. Donc ça, c'est juste, on va le reporter dans l'équation. Ça revient, en fait, cette partie-là, elle correspond à peu près à faire cette approximation ici. Sauf que là c'est quelque chose d'exact, ça veut dire qu'elle vous dit qu'à t égale 0, f est égal à 1. Là, on vous dit qu'entre mu1 et mu2, si la différence est petite, on a à peu près ce développement limité qui est juste. Alors qu'ici, vous avez quelque chose qui est exact, c'est-à-dire qu'entre mu1 et mu2, vous avez la fonction de Fermi qui vaut exactement 1. Ici, la fonction de Bose, elle ne vaut pas 1, évidemment. Par contre, on peut considérer que son développement vaut ça. D'accord? Donc ça, c'est le premier point qui fait une différence. Alors, si vous réinjectez ça là-dedans, vous obtenez simplement que vous avez le Q qui est égal, alors ça, bon, je laisse tomber tout ce qu'il y a devant, vous avez une somme sur M et N d'une intégrale. Alors, je vais discuter après d'où ça part. H bar oméga df sur dt t2 moins t1 d oméga. Ok. Alors bon, premier truc quand même, il faut faire gaffe, pas inverser l'intégrale et la somme, on n'a pas le droit ici. Alors les bornes maintenant. Alors on intègre en fait sur tous les fréquences qui existent pour chaque mode. C'est-à-dire on part de la plus petite fréquence qui existe pour chaque mode, donc on va appeler oméga min. Et alors la fréquence la plus haute pour chaque mode, on va l'appeler oméga max, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Alors ça, on est un petit peu obligé de le garder, alors que tout à l'heure, ce que vous voyez, c'est que
On avait pu ici, on intégrait uniquement entre mu1 et mu2. Ok. Alors pourquoi on avait intégré uniquement entre mu1 et mu2 ici? Parce qu'en fait, vous aviez un truc qui était magique, et c'est encore une fois, c'est la fonction de Fermi qui rend le truc magique. C'est que vous aviez que la fonction de Fermi vous met exactement un électron à droite et un électron à gauche. Ok. Donc, finalement, vous aviez le courant de droite et de gauche qui se compensaient exactement. Donc, vous retrouviez avec ce qui vous intéressait uniquement se passer entre mu1 et mu2. Ce n'est pas le cas ici parce que vous avez une intégrale qui est une fonction de Bose. D'accord. Alors, T2 moins T1, on s'en fout, c'est un truc qui va sortir, mais vous allez retrouver avec une intégrale qui est en df sur dt. F est une fonction de Bose. Et si vous intégrez la fonction de Bose entre oméga min et oméga max, ça ne devient pas du tout quelque chose qui va être pointé entre T2 et T1. C'est quelque chose qui a une variation beaucoup plus compliquée. Donc c'est pour ça que ici vous n'arrivez pas à avoir ce T2 moins T1 qui va sortir. D'accord. C'est sûrement une des raisons, peut-être, je pense, pour lesquelles on ne voit pas de plateau dans cette classe, parce que cette fonction-là est beaucoup plus compliquée que celle-là. Celle-là, il n'y avait pas oméga devant. Ok. Donc si on avait ici une fonction de Fermi, ça serait beaucoup plus simple, parce que là on se retrouvait ici avec un truc de Dirac machin, puis on se retrouverait exactement avec les plateaux ici de conductants. Moi, je pense que si, alors, je peux regarder, je pense que si on mettait une fonction de Fermi ici, on s'en sortirait pour retrouver les plateaux. Alors après, il y a un tout petit peu de changement de variable. Si on se promène, on peut faire tout un bazar. Avec des changements de variables dans tous les sens. Mais ce qui est important, c'est de regarder finalement les bandes d'intégration. Alors, je vais juste sauter au résultat. Le résultat me dit que la conductivité K, c'est égal à 3K au carré sur 2πh. Et puis il reste un terme qui est T et une intégrale. Alors c'est là que c'est important de faire attention aux bornes de cette intégrale qui est oméga n, je crois que c'est n jusqu'à l'infini de alors x carré exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 au carré fois dx. Alors en fait, j'ai posé oméga n jusqu'à l'infini, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on a fait des changements de variables tout au long de ce bazar que je vous ai pas mis. Donc en fait, bon, là, en fait, si on veut vraiment être précis, ce qu'on a posé comme changement de variable, c'est que oméga est égal à 4t sur h bar. Donc en fait, dans les bornes, vous voyez, c'est pas oméga, c'est kt sur h bar. Mais moi, je l'ai gardé en oméga, vous allez voir pourquoi. Alors, qu'on intègre jusqu'à l'infini, ça, c'est assez justifié. Parce que finalement, à l'infini, alors on va regarder comment varie cette fonction. Donc ça, c'est ce que Rob nous avait dit l'autre jour. Cette fonction, finalement, c'est un truc qui va varier comme ça. Alors en t égale 0, on peut regarder ce que ça fait. Donc ça nous fait exponentielle. Donc en t égale 0, ça fait 0, ça fait 1. Donc c'est un truc qui va faire essentiellement un truc comme ça. Il y a un max, et ça redescend là, donc on trouve ça avec Wolfram. Et en fait, en l'infini, ça décroît assez vite. Comme ça. Et puis, donc on peut intégrer à l'infini, ça c'est pas le souci. Le problème, c'est la première borne qui est oméga n, parce que quand on fait la somme, que j'ai oublié, d'accord, quand on fait la somme, on va s'apercevoir
certaines choses qui ne sont pas complètement triviales. Alors les choses dont on va s'apercevoir, c'est que finalement, quand je fais cette intégrale et que je somme, et bien finalement je pars de plus en plus loin ici dans mon truc. Donc en fait cette somme là, c'est simplement la somme. Quand j'ai un n qui est petit, je suis en train de sommer tout ça. Puis après je somme le deuxième mode, je somme l'air sous la courbe, donc je ne sais plus que ça, etc., etc. Donc la question c'est quand je resomme tout ça, donc ça c'était Rob qui l'avait suggéré, est-ce que finalement je vais obtenir un plateau Lauriane? Rien de moins évident. Voilà, donc ça c'était l'interprétation de Rob. Donc ce que je voulais montrer finalement, c'est que dans ce bazar, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que finalement, qu'est-ce qui est la différence entre les deux calculs? D'un côté, on a une énergie qui rentre dans l'intégrale qui n'était pas là. Un truc qui, à mon avis, est quand même vachement important, c'est qu'ici, on a une fonction de Fermi. La fonction de Fermi est toujours sympa parce qu'elle nous prépare des états qui ont un électron et un seul jusqu'au niveau de Fermi ou jusqu'au potentiel chimique. D'accord ? Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Parce qu'ici, on a une fonction dérivée, une fonction de Bose-Einstein. D'accord ? Ce fait que ça nous empêche ici de sortir ce truc-là très simplement en faisant un mu1 moins mu2. Ici, on est obligé de se taper le truc et de se le garder. Donc on a un h bar oméga devant, donc on est obligé de garder tout ce terme-là. Et si on regarde bien, finalement, ce terme-là, c'est lui qui va nous donner finalement les plateaux, parce que c'est lui qui va nous permettre ici, comme V et G sont à peu près constants dans ce petit intervalle, de sortir ces trucs-là qui deviennent constantes. D'accord ? Alors qu'ici, non, on a une intégrale, on est obligé de continuer à se taper ce terme-là. La deuxième chose qui est importante, c'est que finalement, c'est toujours la même chose. Quand on intègre ici, entre quoi et quoi on va intégrer? Ben finalement, ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce qui se passe entre mu1 et mu2, parce que justement, c'est tout pareil, la fonction de Fermi nous occupe tous les niveaux jusqu'à mu1, donc il se compense parfaitement jusqu'à mu1, donc on regarde entre mu1 et mu2. Et entre mu1 et mu2, finalement, c'est une toute petite bande d'énergie. Donc, à ce moment-là, on peut considérer que V de E, G de E, ça c'est des constantes pour tous les électrons. Donc tous les modes vont transporter la même vitesse et la même densité d'état. Alors que de ce côté-là, eh bien on a un système, on est obligé de se taper l'intégrale entre oméga min et oméga max. Et on a une somme sur tous les états qui ont des oméga min et des oméga max complètement différents. Donc on peut imaginer que si on avait une somme d'états ici, on aurait toujours la même intégrale entre, mettons, ici, on pourrait imaginer qu'on a un cas entre KT1 et KT2. Imaginons qu'on intègre entre KT1 et KT2 ici pour tous les modes. On intègre KT1 et KT2 pour tous les modes, et donc on aurait simplement n fois cette intégrale-là entre KT1 et KT2. Peut-être bien qu'on retrouverait les plateaux. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai compris de l'histoire. Donc peut-être que Rob a des idées. Moi voilà, donc c'est ce que j'ai compris pendant cette semaine. Voilà, bonnes vacances à tous.